Bonjour à tous, merci d'être restés. Donc on va vous présenter un peu le travail de l'agence qui s'appelle l'ALU. Tout d'abord Mathieu Delmas et Léa Hommage. On est donc les deux associés fondateurs de l'agence. On est tous les deux, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais diplômés de l'école d'architecture et de paysage de Lille il y a une dizaine d'années. Moi je faisais partie de la première promotion qui a intégré l'école. On était très peu nombreux, effectivement, on était une quinzaine et il y avait 150 étudiants en architecture dans la même promotion que nous, donc c'était un peu particulier, mais c'est aussi des très belles années et de bons souvenirs. On a monté l'agence à Nantes dès le début, donc c'est vrai qu'on a moins d'attaches aujourd'hui avec le Nord qu'on en a eu à l'époque, mais c'est une région à laquelle on reste très attaché et je pense qu'on, dans notre manière de faire projet, on reste aussi très en lien avec la manière dont on l'a appris ici, c'est-à-dire sur un territoire post-industriel, dans une situation transfrontalière, qui sont finalement des caractéristiques qui ne sont pas du tout celles de Nantes, mais qui restent quand même pour nous des sujets d'attachement importants, et que peut-être d'ailleurs on essaye de retrouver, même dans une région qui est un peu différente. Donc l'ALU, la forme et l'usage, donc ça, enfin voilà, on était assez touchés par le nom de l'exposition, parce que ce nom, il vient aussi de l'usage du monde, de ce très bel ouvrage. Et puis la forme, parce que on revendique la forme aussi, comme étant une composante essentielle du projet de paysage. On va essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Juste pour dire, en fait, on a organisé cette présentation. On va vous présenter 5 projets, enfin plutôt 4 plus 1. On a donc un peu resserré. Ça ne sera pas du tout exhaustif et puis c'est pas non plus chronologique. On a un autre parti qui est plutôt de montrer 5 projets assez différents les uns des autres, dans des contextes différents, avec des échelles différentes et qui font appel à des outils de projets différents. On a appelé cette conférence, je veux bien que tu passes, tirer des bords ou les rives d'une géographie de projet. Tout simplement parce que cette notion de bord ou de rive, c'est une notion à laquelle on est très attaché. Les paysagistes parlent beaucoup de lisières, de franges, de tous ces espaces en fait, de transition d'un milieu à un autre, qui sont souvent les milieux les plus riches d'un point de vue écologique, mais qui sont aussi, par extrapolation, souvent des endroits très intéressants en termes d'usage. D'ailleurs, ça a déjà été dit 2 fois cet après-midi, la notion de seuil, cet espace de transition finalement du dedans au dehors, ou si on élargit un peu d'un milieu à un autre. Voilà, c'est une notion qui nous est chère et donc on a décidé de scander un peu la présentation avec des mots-clés qui sont plus ou moins reliés de manière explicite aux projets auxquels ils sont associés. J'espère que ça sera clair, on verra. Donc le premier projet, c'est Mathieu qui va en parler. Oui, alors avec cette première idée finalement que disait Léa de figures en tout cas qui scandent notre manière de réfléchir au projet. Et cette première figure qu'est la doline parce que c'est un réceptacle fertile au milieu d'une étendue. Ce réceptacle fertile, il est lié à une dépression au milieu de laquelle il y a toute une fertilité qui peut se développer. Et au milieu d'un paysage aride, finalement, on a ces moments de compression qui sont finalement, là en l'occurrence sur le Cosméjean, l'expression aussi d'une vitalité du territoire. Et alors, si on fait référence à cette figure, c'est sur une échelle qui n'a absolument rien à voir, c'est sur un petit projet de jardin sur une opération de logement sur la ZAC Euronantes à Nantes. Un îlot de logement, 150 logements, un architecte, 3 maîtrises d'ouvrage, un bailleur social et 2 promoteurs, et un petit jardin de 1500 m² en cœur d'îlot. Et lorsqu'on est appelé pour répondre à ce sujet, c'est que il y a des économies très importantes à faire sur les bâtiments, comme ça arrive souvent, à des stades assez avancés dans le projet,
Et l'urbaniste de la ZAC, Gérard Pénaud de l'atelier Ruelle, tape du poing sur la table et dit « ce jardin ne sera pas que l'espace résiduel de l'espace de construction ». Et donc on arrive avec assez peu de choses finalement, un site qui est sur les anciennes prairies de Mauves, à proximité de ce qui s'appelle aujourd'hui à Nantes la petite Amazonie. Alors c'est ce qu'on voit en bas de l'image, c'est une friche initialement qui avait été réservée pour des infrastructures routières dans les années 50 et qui finalement, projet qui ne s'est jamais fait, et c'est devenu une réserve écologique au sein même de la ville. Et finalement, on est juste à côté de cet espace et on se dit pourquoi pas aller chercher un univers dans cette petite Amazonie pour en faire un outil de projet. Juste pour préciser, en fait, c'est la seule zone Natura 2000 en milieu urbain, donc c'est très schématique, mais il y a des voies ferrées en fait qui encerclent cet espace et du coup s'y est développée une végétation très singulière en milieu urbain constitué. Et finalement, on a été chercher un vocabulaire de projet sur cette petite Amazonie, même si c'est en grande partie une imagination de notre part d'aller solliciter cette figure-là. Mais c'est surtout de se dire que c'est un espace qu'on ne traverse pas, c'est un espace qui est devenu par son impénétrabilité un espace refuge, et que finalement on aborde cet espace uniquement par ses bords. Et dans le projet, ce qu'on a cherché à faire finalement, c'est à résoudre une multitude de contraintes, et finalement dans ce type de conditions, la contrainte devient le projet, ou en tout cas la prise en charge des contraintes peut devenir le projet. Et là, comme je le disais, c'est 3 maîtrises d'ouvrage, un bailleur social et bien évidemment, alors ou pas, mais en tout cas une demande qui nous est faite de séparer le jardin en deux pour que ce qui est de l'ordre de la gestion du bailleur social ne soit pas pris en charge par la copropriété privée. Et donc ce petit jardin, 1500 m², un budget très limité, et la première étape c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau sur ce territoire, ancienne prairie de Mauves, largement remblayé, et on apprend que en fait il est prévu dans les budgets une cuve de quelques 100 et quelques mètres cubes d'eau à stocker et qui coûte presque 15 000 €. On se dit donc si on récupère ces budgets de 15 000 €, on le ramène dans le budget d'aménagement et on augmente le budget des aménagements de ces 15 000 €. Et donc, chemin faisant, on arrive à convaincre de cette idée, et que lorsqu'on récupère les différentes altimétries du projet, qu'on remet à la surface cette gestion de l'eau, donc beaucoup d'échanges, ça paraît assez évident comme ça, mais beaucoup d'échanges pour récupérer les hauteurs de fil d'eau pour que la fameuse eau qu'on souhaite stocker en surface, elle n'arrive pas à 3 mètres sous terre, parce que là, dans ces cas-là, c'est plus possible d'avoir cette présence de l'eau en surface, sachant que les prairies de Mauves, c'est du sable, quasiment exclusivement du sable, et donc ça s'infiltre très bien. Donc on n'a même pas besoin, une fois qu'on a ramené en surface, de développer tout un réseau complexe pour rejeter cette eau au réseau. Donc finalement, 100% de l'eau de l'opération est gérée à la surface de ce jardin, et vu qu'il est petit et très contraint en termes d'altimétrie entre les différents bâtiments, l'objectif a été de faire une masse, un ensemble central au jardin qui va recueillir l'ensemble de ces eaux, et que l'ensemble des circulations et des espaces d'usage ils vont se reporter sur les bords. C'est ce qu'on voit du coup avec ce schéma où, je ne sais pas si vous voyez la petite main, ouais, bon, c'est pas très clair, mais où en gros on a cherché à développer tout un langage de quais, de cales, de chemins en corniche qui permettent à la fois d'accéder au bâtiment et en même temps de créer des espaces d'usage. Ce qui fait qu'en plan, il ne sort pas très bien à l'écran, mais tout ce travail de nivellement, et donc la création d'un quai qui est en lien avec le hall principal du bâtiment qui est ici au nord, finalement ce quai est un espace plan qui se met à l'horizontale et qui permet à la fois de traverser le jardin, de s'approcher de cet îlot entièrement planté qui gère les eaux pluviales,
et en même temps d'avoir une traversée ouverte toute la journée sur la partie sud. Le chemin qui est ici, chemin en corniche que j'évoquais, qui fait finalement la différence entre les deux opérations. L'objectif, c'était de se dire, on va surtout éviter d'avoir la grille qui sépare le jardin en deux, parce que si on arrive là, c'est qu'on a tout perdu. On ne va pas affirmer une séparation entre l'opération de logements sociaux et l'opération d'accession. Donc finalement, ce chemin, il se met légèrement en surplomb du jardin, un garde-corps qui permet de faire la clôture entre les deux, et finalement, on a là avant tout une traversée du jardin, avant d'être une limite entre les deux opérations. Et finalement, voilà, c'est une vue à l'intérieur de ce jardin où un rez-de-chaussée commercial où s'installe un restaurant, une petite terrasse qui est installée en pied de bâtiment, et ce travail de géométrie finalement avec deux actes assez simples, c'est l'installation d'un mur qui permet de récupérer les nivellements et un cheminement qui vient se glisser entre le bâtiment et ce mur qu'on voit en arrière, là où il y a la terrasse avec les personnes. Et donc l'espace de quai, qui est un espace traversé, un espace d'usage également, sur lequel finalement l'inauguration du bâtiment a pu accueillir un grand barnum qui était, sans qu'on ait voulu vraiment, qui était pile poil de la bonne dimension pour ce barnum. Et donc une réflexion aussi de se dire, c'est quoi cet espace qu'on pratique assez peu, mais qui a suffisamment d'ampleur pour que puisse se développer aussi une végétation assez spontanée. C'est une réflexion sur les modes de gestion. Et progressivement, on a amené aussi les maîtrises d'ouvrage à accueillir cette gestion qui est dont on entend beaucoup parler, la gestion différenciée. Mais finalement, dans un jardin d'îlots comme ça, de très petite dimension, il y a un petit peu une nouveauté, une acculturation qui se fait, de se dire que finalement, les saisons qui sont marquées, c'est une prairie de fauche, c'est le fait d'avoir un développement assez spontané, de choisir les végétaux qui se développent, mais avec la gestion et surtout que c'est dans le temps que le jardin se met en place également. Donc voilà, on aime bien ces deux visions à deux moments différents, en été et en fin d'été, où finalement, avant d'être fauché, la prairie est complètement jaune. Ce qui est assez atypique dans ce genre de contexte, parce qu'en général, on attend de nous des plantations peut-être plus ornementales, ou en tout cas, il y avait un vrai parti pris de se dire qu'on fabriquait un espace refuge, donc qui pouvait avoir un caractère assez naturel finalement dans ce contexte très contraint et très bâti. Alors il y a un petit loupé, parce qu'on voulait qu'il y ait des saules qui arrivent à s'installer, et on n'a pas réussi à faire comprendre à l'entreprise chargée de la gestion qu'il ne fallait pas qu'elle fauche aussi les saules en même temps que la prairie une fois par an. Donc on les a réinstallés 2 fois et puis ça n'a pas pris. Donc on en a aussi tiré des apprentissages. On sait maintenant que pour donner l'opportunité au végétal de se développer dans des conditions qui sont relativement hostiles, ça demande aussi un accompagnement ou une acculturation des entreprises qui vont être chargées de leur gestion à terme. C'est vrai que le paysage, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, et donc il faut aussi qu'on soit capable de mobiliser tout un tas d'acteurs autour de cette question du vivant et du vivant sur le long terme. Un deuxième projet qui va donc venir un peu mobiliser cette notion de seuil. La plupart des définitions, elles viennent d'un dictionnaire de géographie qui s'appelle les mots de la géographie, qui est inépuisable. Souvent, c'est des définitions qui sont assez, qui engagent un imaginaire. Donc nous, on y retourne régulièrement. En tout cas, là, ce qui ressort de cette définition, c'est que le seuil, c'est ce qui émerge et ce qui fait le lien, donc ce qu'on disait tout à l'heure, entre deux milieux, deux ensembles. Et ça va nous servir de support pour parler d'un projet urbain, donc contexte assez différent, parce que dans notre pratique, on travaille un peu à toutes les échelles, donc soit en maîtrise d'œuvre sur des projets, comme on vient de le voir juste avant, plutôt de jardin, liés à des opérations de logement ou d'équipement. On travaille aussi sur de la maîtrise d'œuvre d'espace public, on en verra après, et puis aussi dans des équipes de maîtrise d'œuvre urbaine, soit en tant que mandataire, soit en tant que co-traitant. Là, c'est le premier projet urbain qu'on a fait à l'agence, qui s'appelle le quartier de Guines, qui est à Rennes. C'est un site qui finalement est pas très grand, qui fait 2,5 hectares pour la partie vraiment centrale. Et puis quand on élargit aux espaces publics avoisinants, c'est plutôt 3,5 hectares, je crois.
Un site qui se situe entre un quartier résidentiel à l'ouest et puis la caserne Foch qui est toujours en activité à l'est, le long des voies ferrées qui relient Rennes à Saint-Brieuc. Et finalement, c'est quasiment une sorte de porte d'entrée du centre-ville de Rennes, puisque plus au sud, c'est des quartiers plus récents qui se sont développés, et notamment le très grand projet urbain de la Courrouze, qui est un projet urbain qui est mené par Seki Vigano, enfin aujourd'hui Studio, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années. Et donc la première chose qu'on a regardée, c'est un peu comme sur le projet précédent, où est-ce qu'on se situe, c'est-à-dire quelle matière on va réussir à aller chercher dans le territoire, qu'il soit immédiat ou élargi, c'est-à-dire jusqu'à où on dézoome pour aller chercher la matière du projet. Et là, il nous a semblé finalement que ce site se situait à l'interface, et donc dans une forme de situation de seuil. Vous verrez que c'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est cette notion qui nous intéresse, entre finalement tout ce qu'on appelle la prévallée. Donc c'est vraiment les abords de la Vilaine qui arrivent par le sud, et dont c'est finalement le point d'entrée dans la ville. Alors on peut dire soit la fin, soit le point d'entrée. Et le terrain de Guine se situait vraiment à cet endroit-là, mais que quand on zoome un peu plus, on se retrouvait aussi entre ces deux quartiers, ces deux morphologies urbaines très contrastées, le quartier résidentiel Port-Comte-la-Barbinais et la caserne Foch. Et donc tout le projet qu'on a développé en plusieurs étapes, puisqu'on a tout d'abord été lauréat avec l'agence Satie comme mandataire urbaniste et architecte de la définition du plan masse, donc du plan guide à une échelle un peu dézoomée, puis ensuite de la définition du plan masse et du suivi urbain de ce projet. Et ensuite, on a été lauréat de la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Là, nous, en tant que mandataire, et toujours avec Satie, on a fait une inversion d'équipe, tout en maintenant la même équipe, mais voilà, une inversion de mandature. Donc c'est un projet qui a démarré en 2017, et les premiers bâtiments sont seulement maintenant en train d'être construits. C'est long le projet urbain et c'est long le projet de paysage, donc on est sur des échelles temporelles qui sont encore plus longues que celles qui ont été présentées tout à l'heure. On a des projets qui sont à l'étude à l'agence depuis maintenant 5 ou 6 ans parfois et qui sont toujours pas en chantier. Voilà, c'est long et en même temps c'est ça qui est chouette aussi. On a mené dans le cadre de ce projet une démarche de concertation assez poussée avec les habitants, que ce soit avec des publics adultes ou enfants, parce que en fait c'était pas évident, parce que sur ces 2,5 hectares, il fallait accueillir 550 logements. C'était une condition en fait de la cession du foncier par l'État à la collectivité. Ce qui se fait dans beaucoup de villes, de libération en fait, d'emprises foncières de l'armée qui sont corrélées à la construction de logements sociaux. Donc là, la donnée d'entrée, c'est-à-dire le nombre de logements, de toute façon, était fixe. Il fallait mettre 550 logements sur 2,5 hectares. Ce qui est quand même important, c'est une densité qui est élevée. Et en même temps, on était dans un contexte avec des avoisinants très proches, donc avec un vrai quartier habité, avec des voisins. Et donc on a engagé toute une démarche de réflexion autour de la notion de densité, notamment pour évaluer avec les habitants, enfin avec un groupe d'habitants qui nous a suivis, c'est pas les habitants, ça veut pas dire grand-chose, avec une trentaine de personnes qui nous ont suivis sur plusieurs ateliers, comment on répartissait finalement la notion assez basique de hauteur, densité et du coup espace disponible, et de fait quels espaces publics on était capable de proposer dans ce nouveau quartier au regard des formes urbaines qui allaient émerger. Ça a abouti plutôt à un projet avec des bâtiments assez hauts, même très hauts en fait, parce que c'est du R+15, donc c'est très haut, le long du boulevard Saint-Convoyant qui est à l'est, qui est en lien du coup avec la caserne, et puis des formes qui vont en s'abaissant vers le quartier Port-Comte-la-Barbinais, donc finalement une réponse somme toute assez classique, c'est-à-dire de dépannelage progressif depuis des maisons plutôt 1930 en R+1, R+2 pour certaines, jusqu'aux émergences des tours. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'à partir de ce plan urbain, donc là qui a été défini il y a maintenant 4-5 ans, on a décliné les espaces publics en gardant en tête cette notion de seuil. Et on va voir comment. Les plans noirs et blancs ne passent pas, voilà. Mais du coup, peut-être va directement après, mais ça va peut-être pas être mieux. Ah, c'est dommage. Bon, on travaille beaucoup en filaire, beaucoup en noir et blanc, et ça supporte pas super bien la projection.
En fait, le projet s'organise autour de 2 espaces publics majeurs, ce qu'on a appelé le parc, qui est donc en fait le prolongement du vallon Jules Verne, qui a été aménagé, en fait, qui est la réouverture d'un ruisseau qui a été opéré dans le cadre du projet de la ZAC de la Courrouze. Et en fait, nous, on est venu s'inscrire dans le prolongement de ce travail qui avait été initié par le studio Seki Vigano, par la création d'un parc linéaire qui recueille l'ensemble des eaux pluviales du quartier. Vous verrez que dans nos outils de paysagistes, il y a beaucoup l'eau. Et puis un autre espace public qui lui fait face, qui est un petit square de proximité, qui lui va plutôt accueillir toutes les fonctions vraiment résidentielles, en accroche avec le quartier historique Port-Comte-la-Barbinais. Et donc on a essayé de choisir des documents assez variés pour montrer aussi la manière dont on travaille. Alors c'est vrai qu'on travaille un peu moins avec la maquette, nous, pour le coup. Mais voilà, pour montrer aussi le rapport entre le dessin et la coupe, tout ce travail en fait de mesure dans un contexte là aussi relativement contraint, parce que finalement l'objectif c'était de réaliser, notamment pour le parc, un parc qui est suffisamment d'ampleur parce qu'il s'inscrivait finalement dans la poursuite d'un vallon plus au sud, et puis l'échelle au contraire beaucoup plus domestique du square qui accueille de fait d'autres usages le long de la rue, le long du quartier Port-Comte-la-Barbinais. Il y a un autre sujet qui traverse un peu nos projets, parce que finalement, sur chacun de ces projets, on pourrait se dire qu'ils vont puiser dans chacune de ces notions. C'est juste qu'il a fallu faire des choix. Et en même temps, le projet, c'est aussi faire des choix, donc ça tombe bien. Mais là, du coup, la question de l'horizon ou des horizons, qui nous intéresse également, parce que l'horizon, c'est à la fois là où le regard se porte. Michel Corajou disait, le paysage, c'est là où le ciel et la terre se rencontrent, et c'est bien là où se touchent, oui. Et donc il y a bien là un objet de projet, mais les horizons, c'est aussi les horizons du sol. Dans la profondeur du sol, qu'est-ce qui est un objet de travail qui, pour nous, est primordial. Et pour parler de cette notion, on choisit de présenter le projet de la place des Érables qu'on a aménagé sur l'île de Nantes. Donc une petite place qui se situe au pied de l'école d'architecture de Nantes. L'école d'architecture est ici, que vous devez certainement connaître. Et donc la place des Érables qui se trouve ici est dans une situation qui nous a demandé beaucoup de réflexion, parce que finalement, place qui avait été aménagée par Alexandre Chemetov sur la première phase de l'île de Nantes, donc aménagement qui avait une dizaine d'années, ce qui est extrêmement peu, parce que se dire qu'on réintervient sur un aménagement d'espace public existant au bout de 10 ans, ça peut interroger. Et en plus de ça, c'était quand même Alexandre Chemetov qui avait été passé avant, et ça peut mettre un peu la pression en tant que jeune professionnel. Mais toujours est-il que la Samoa lance une consultation pour ce projet, parce que on le voit apparaître ici sur la photo aérienne qui est en chantier. Un lot vient se construire, et 6 mètres de la place ont été vendus dans le cadre de cet allotissement pour construire un nouveau bâtiment. Donc finalement, toute la composition de la place aménagée par Alexandre Chemetov, composition assez classique de symétrie, finalement tombe complètement, parce que trottoir, alignement d'arbres et stationnement latéral sont complètement disparaissent au profit finalement de cette nouvelle domanialité qui nous est donnée. Et finalement, on aborde ce sujet en se disant, voilà, quels vont être les fondements sur lesquels on va s'appuyer pour concevoir ce projet. Et finalement, il y a cette notion d'horizon. Qu'est-ce qu'on voit depuis cet espace où le regard il nous porte? Et on a la Loire qui est juste au nord. Et donc l'idée de se dire, voilà, il y a 2 perspectives qui vont être des perspectives de composition majeure dans l'aménagement, qui sont libérer ces vues vers les quais de Loire. Une deuxième qui est une question d'échelle, c'est-à-dire que c'est le quai François Mitterrand qui se développe le long de la Loire, qui est un vaste espace public qui rassemble énormément de monde, notamment les étudiants de l'école d'architecture, mais ça va bien plus large que ça. C'est un espace public qui est territorial, qui va chercher une échelle qui est beaucoup plus grande. Et donc là, la place, plutôt aller rechercher une échelle un peu intermédiaire, une place plus résidentielle, sachant que
Le bâtiment, ou les deux bâtiments qui sont construits dans cette opération qui s'appelle Unique, c'est rez-de-chaussée d'activité et sur le plot des logements en étage. Et un troisième sujet, qui est celui que vous le verrez par la suite, qui est de s'appuyer sur une figure assez étonnante de la place telle qu'on l'a découverte, c'est que la partie centrale de cette place, c'est un creux, un grand rectangle creux sur lequel on se dit qu'on va s'appuyer en l'étendant, en faisant un jardin, parce que ce creux, la petite histoire de cet espace en creux, c'est que lors des travaux, lors de la première phase d'aménagement par Alexandre Chemetov, lorsque les pelleteuses sont sur le terrain et font les terrassements du projet, ils découvrent un puits. Donc il y a un puits en partie centrale ici, et que finalement ce puits se dit non, on ne va pas réensevelir le puits, c'est bien qu'il nous raconte une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est celui du sol de l'île de Nantes avant les différents remblaiements qui ont pu avoir lieu dans toutes les phases industrielles. Et donc, en tout cas de chantier naval. Et donc on est 80 cm plus bas que le sol de la ville actuelle, mais c'est un sol, un ancien sol qui est retrouvé par la découverte de ce puits. Donc finalement, dans le projet, on se dit, cet espace central, ce creux central, il a l'opportunité de venir installer une échelle intermédiaire, d'être finalement, de fabriquer là une sorte de place jardin qui associe à la fois des vues sur le lointain et une intériorité, une intimisation. Ouais, je complète juste un peu, mais c'est une dialectique qui nous intéresse beaucoup, celle de se dire que pour fabriquer un espace dans une étendue, on peut se surélever un peu, ça c'est plutôt la figure du quai, mais on peut aussi creuser et se mettre dans un espace qui est en creux. Et on trouve que cette notion, elle est assez stimulante dans ce qu'elle ouvre comme imaginaire aussi, là où on est plutôt habitué à prendre de la hauteur, en fait, à se mettre en surplomb. Et finalement, ce creux, il arrive à fabriquer un espace dans l'espace de manière assez puissante. Alors, voilà, une coupe... du coup, deux coupes entre en bas la coupe avant la construction du bâtiment et donc la coupe du haut, coupe projet, où on voit finalement toute la partie sur le côté, toute la partie qui a été amputée finalement à l'espace qui était dédié à la place dans un premier temps. Ce qu'on voit aussi, c'est que les voitures passaient des deux côtés de la place. En fait, c'était comme une sorte de rond-point avec un espace en creux très allongé. Les voitures passaient à la fois côté école d'architecture et côté futur bâtiment unique, là le bâtiment noir que vous verrez après sur les photos. Donc un enjeu aussi, ça a été celui de la réorganisation de la circulation, avec un choix assez fort. En fait, au programme, au début, l'idée c'était de faire une grande place très ouverte, avec les voitures qui continuaient de circuler le long de l'école d'architecture. Et en fait, nous, assez rapidement, on a dit, mais non, en fait, il faut libérer le pied de l'école d'architecture pour offrir un nouveau parvis et un espace d'usage à cette école, qui en plus a la particularité, si vous la connaissez, c'est un bâtiment de la Caton-Vassal, qui a la particularité d'avoir un très grand rez-de-chaussée complètement ouvert sur l'espace public. D'ailleurs, c'était à l'origine un espace qui aurait dû rester ouvert. Alors, je ne vous dis pas qu'avec les attentats, plus là, le Covid, c'est un espace qui s'est progressivement refermé sur lui-même, mais enfin, il y avait quand même cette notion d'un bâtiment qui a pris une place beaucoup plus importante que ce qui était prévu au programme initialement, mais qui était complètement ouvert sur ses espaces publics limitrophes. Oui, et ce que dit Léa, c'est-à-dire que le choix de où on fait passer les voitures sur une place, finalement, il est assez prépondérant par rapport à ce qu'on pourra faire sur cet espace. Et ça paraît simple, finalement, de se dire qu'au programme, on prévoyait de faire passer les voitures ici, c'était dans notre commande, et de dire que non, on va quand même faire passer les voitures au pied du bâtiment qui est tout nouvellement construit. Il y a eu de longues discussions, parfois un peu animées, pour que finalement on obtienne gain de cause à faire que la circulation se fasse ici pour les véhicules, même si c'est une circulation complètement apaisée. Mais finalement, je pense que grand bien nous a pris, parce que était finalement sur la fiche de l'eau prévu des ouvertures sur la place, et le rez-de-chaussée concerné n'a jamais vu de porte côté place, mais uniquement sur la partie sud. Donc voilà, ça aurait été bien dommage de se condamner cette opportunité, alors que finalement aucune ouverture n'est directement faite entre
entre le rez-de-chaussée du bâtiment et la place. Et juste pour compléter, mais si tu peux revenir sur l'Axo, l'autre argument aussi pour mettre les véhicules du coup à gauche là, enfin en bas, à l'ouest en l'occurrence, c'est que en fait le long de l'école d'architecture, c'est là où on avait la fameuse perspective vers la Loire, et donc on voulait aussi redonner cet espace aux piétons qui était initialement occupé par une voie véhicule et permettre finalement de se mettre dans l'axe de la rue qui suit, qu'on verra sur une photo après. Donc voilà des photos pour dire aussi, qui permettent de dire une chose assez banale, mais qui est quand même importante dans le cadre de la fabrication de l'espace public. Je le disais, une dizaine d'années qu'avait été réalisé le premier aménagement, donc aussi des matériaux disponibles en place et qui ont marqué, on va dire, l'histoire de l'aménagement de l'île de Nantes avec le pavé 10-10, pavé béton 10-10 qui a été développé par Alexandre Chemetov, enfin développé, en tout cas qui a été utilisé dans le cadre des aménagements par Alexandre Chemetov, et donc finalement une réutilisation de la quasi-totalité des matériaux en place, que ce soit les bordures, les pavés, et donc là on voit cette espèce qui commence à disparaître, mais cette espèce de moucheté sur les pavés qui sont finalement des pavés déposés, reposés. Alors économiquement c'est intéressant, puis après en même temps c'est, on va dire, un pragmatisme de projet qui in fine, a une esthétique également. À la livraison, on a des pavés qui ont déjà une dizaine d'années. Ouais, et ça me permet juste de rebondir un peu sur la question de Mohamed, je crois, tout à l'heure, mais il est parti, mais sur la question de l'identité et des matériaux, parce que finalement, on voit bien là qu'on est sur un pavé béton, donc qui n'est pas particulièrement identitaire, enfin, je veux dire, qui raconte pas grand-chose de Nantes en tant que tel, mais qui pour autant raconte le projet urbain de l'île de Nantes et finalement un territoire en projet depuis maintenant 25 ans. Et voilà, ça fonde aussi l'identité de ce territoire, même si c'est pas un matériau local. D'ailleurs, en paysage, les matériaux locaux, c'est encore une autre histoire sur la question des filières. Mais bon. Et donc, voilà, c'est une image depuis le rez-de-chaussée de l'école d'architecture qui donne sur la place, et on était assez content de voir ça. Même si aujourd'hui ça s'est refermé parce qu'il faut recondenser les flux d'entrée dans l'école. Mais cette grille qui là est ouverte, s'était fermée quasiment, enfin peu de temps après la livraison du bâtiment, et était restée fermée, ne s'ouvrait plus. Et donc le jour qu'on a vu finalement cette grille se réouvrir et qui permettait d'accéder depuis l'école directement soit vers les quais de Loire, soit vers la place, ça ouvrait d'autres possibilités de circulation aux étudiants et aux différents utilisateurs de l'école. Ça, c'est des photos à la livraison, donc ça n'a pas encore beaucoup poussé dans le jardin. Maintenant, c'est très foisonnant. Ça, c'est le mail. On voit l'école d'architecture au fond. Donc là, l'une des perspectives, mais qui est prise dans l'autre sens, on a la Loire dans le dos et on regarde vers la place. Et puis là, l'inverse. Et donc, effectivement, cette vue, l'une des perspectives qui, pour nous, était importante dans le cadre du projet. Alors, on la devine lorsqu'on connaît, on sait qu'il y a la Loire, mais on sent qu'il y a quelque chose d'assez singulier dans le point de fuite de cette perspective. Et qui effectivement, sans jeter de pierre à Alexandre Chemetov, ne me permettrait pas du tout, mais qui était très occupé par les voitures entre stationnement et voies de circulation. Et juste aussi dire qu'à gauche, ça se devine un peu, mais tout le travail en creux, il nous a permis de limiter énormément les éléments de mobilier, puisqu'évidemment, école d'architecture veut dire pause, notamment le midi pour les étudiants en archi, et donc il y a entre 100 et 150 étudiants qui sont tous les midis installés en fait sur les rives de ce jardin creux, donc la grosse bordure béton blanche qu'on voit là, mais aussi sur les marches au début et à la fin du jardin, ce qui correspondait aussi à des manières de s'asseoir dans l'espace public autres que celle du banc et qui nous intéressait assez en fait, de permettre, le midi quand ils mangent en général ils s'étalent en plus sur le sol qui est finalement disponible et qui est piéton, et ça marche assez bien. Voilà. Oui, c'est vrai que du coup, il n'y a pas de photo avec tous les étudiants qui sont installés, mais pareil, c'est des éléments qui peuvent paraître de détail, mais de se dire les discussions avec les services, sur les services techniques de la ville, sur le fait d'installer des bancs, du mobilier, donc à la fois ils sont attendus, c'est des éléments de mobilier attendus et qui sont nécessaires dans l'espace public, mais le fait de se dire que des situations d'assises possibles, mais qui ne disent pas ce qu'ils sont forcément, là en l'occurrence, c'est ce léger double déclivité. Ça a été vraiment une discussion de se dire mais non, mais pourquoi vous faites ça, une déclivité de 20 cm, à part faire des croche-pattes, ça va servir à rien.
Et finalement, lorsqu'on voit un midi, quand il fait beau, on se retrouve avec des personnes qui font des vis-à-vis, une marge de 20 cm, c'est une assise, c'est des manières de s'installer. On sait qu'en plus, alors pour les personnes âgées, c'est pas forcément la même chose, mais en tout cas là, en l'occurrence, des étudiants en archi, il y a des situations d'assises qui sont multiples, et finalement, ça nous arrive souvent de passer à proximité et de voir que les bancs sont libres, et par contre, les grosses bordures, là, il y a du monde à peu près partout, quoi. Même le long de la voirie. Une transition, donc ça c'est pareil, c'est l'île de Nantes, c'est le fameux quai François Mitterrand dont on parlait tout à l'heure, qui ouvre sur la Loire, donc partie chez Méthoff. Donc cette notion de quai qui est très importante pour nous, voilà, à laquelle on est très attaché, qu'on va décliner via un projet auquel on est très attaché aussi, qui s'appelle le parc de Parouette, qui est à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est au niveau de l'estuaire de la Loire, au bord de la mer. Et c'est une ville industrielle, il n'y en a pas beaucoup dans l'ouest. Là, c'en est une, avec les chantiers navals, qui occupent encore aujourd'hui une part très importante du foncier de la ville. Et là, c'est un projet de création d'un parc qui n'était pas prévu à la commande initiale. La commande initiale, c'était donc ce que vous voyez en bas de l'installation portuaire, enfin les chantiers, et à gauche de l'image, c'est le quartier Méhan-Parouette, qui est un quartier ouvrier, donc plutôt de petites maisons. Voilà. Et en fait, le projet prend place entre ces deux entités. La commande initiale, c'est que le port a décidé de déplacer en fait ce boulevard-là, qui s'appelle le boulevard des Apprentis, et de le repousser plus proche du quartier Méhan-Parouette pour augmenter en fait la zone de prémontage. Donc, qui est dans l'axe en fait de ces deux lignes-là. Donc la zone de prémontage, c'est l'espace sur lequel les bateaux sont prémontés avant de partir dans les darses et d'être mis à l'eau. Et en fait, il y avait dans l'objectif d'améliorer l'outil industriel la nécessité d'augmenter cet espace. Et donc ça a amené le dévoiement en fait, du boulevard des Apprentis, qui est un boulevard monstrueux, c'est-à-dire que c'est un peu comme un tarmac d'aéroport, qui doit permettre le passage notamment d'éoliennes offshore. Donc c'est vraiment une espèce de tarmac, puisqu'il y a très peu d'émergence. Du coup, c'est un bandeau complètement libre de tout obstacle qui vient sinuer le sur long 21 mètres de large. L'objectif est de faire passer des gros colis entre sous-traitants et STX qui circulent au sein de la zone portuaire. Et donc, le gabarit donné est 21 mètres de large, libre de tout obstacle. Ce qui est beaucoup. Et en fait, nous, la commande initiale, c'était de venir réaménager quelques petits espaces en fait en frange de cette infrastructure routière, dans l'idée de gérer la transition entre quartier résidentiel et industrie de manière un peu plus délicate, on va dire. Enfin, en gros, c'était une forme de compensation de la nuisance apportée par le dévoiement du boulevard, parce que boulevard égale nuisance sonore, égale quand même un trafic rapproché finalement des habitations. Et donc nous on avait pour tâche de réaménager les espaces un peu en frange de cette infrastructure. Donc notre commande initiale c'était ça, c'était projet d'aménagement des délaissés de l'infrastructure. Voilà, c'était ça la commande. Ça c'est un travail qu'on a fait avec un groupe d'habitants dans le cadre d'une démarche de concertation. Je vais finir ici en fait parce que... Ah c'est toi. Ok. En fait, pour poser un regard un peu, on voulait savoir comment cet endroit était vécu, perçu par les habitants du quartier. Et donc, on a travaillé là aussi avec une trentaine de personnes sur 3 ateliers consécutifs. Le groupe de personnes est resté assez stable dans le temps. Et le premier exercice qu'on leur a fait faire, pour le coup, c'est qu'on leur a donné des appareils photo jetables. Et 3 semaines, ils les ont eu pendant 3 semaines. Et ensuite, on a récupéré l'ensemble des photos. Donc ça, c'est des photos qui qui sont des photos issues de ce travail de concertation. Et à partir de ces photos, ça a finalement, de ces photos plus des échanges qu'on a eus avec eux, c'est venu activer tout un tas de questionnements sur ce territoire, notamment sur la question des temporalités, la manière dont cet espace est vécu entre entre l'activité portuaire et une fonction résidentielle. Mais également sur les questions de déplacement, etc. On va le voir après. Et donc on a travaillé là aussi, là aussi on est vraiment dans une situation d'interface, peut-être là plus encore qu'ailleurs.
On est dans une situation d'interface parce qu'en les écoutant, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des terrains qui étaient très souvent inondés. Et on se dit, mais c'est bizarre parce que en arrière des occupations industrielles, il y avait une géographie qu'on avait du mal à comprendre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était, oui, dans l'estuaire, mais surtout à la fin de la Brière. La Brière, c'est des marais qui sont en arrière-pays. Donc c'est la tache jaune sur le plan à gauche. Et en fait, le site du parc de Pinhouette se situe très exactement à l'interface entre le domaine estuarien et le territoire des marais. Et donc ça nous a beaucoup interpellés parce que sur place, c'était pas perceptible. Alors qu'en fait, en prenant un tout petit peu de hauteur, Mathieu a eu l'occasion d'être emmené en nacelle un peu en hauteur. Effectivement, c'est un endroit d'où on voit toute l'étendue de l'estuaire d'un côté et toute l'étendue des marais de l'autre. Et géographie difficile à comprendre parce que, une fois n'est pas coutume, mais territoire quasiment entièrement remblayé. C'est-à-dire que finalement, toute la topographie existante de ce territoire est une topographie anthropique, a été façonnée vraiment dans ses moindres recoins. Donc remblai qui va de 50 cm à un peu plus d'1,20 m, donc sur la totalité du quartier. Donc on est vraiment sur une topographie quasiment inverse, sachant qu'on voit l'estuaire d'un côté, et en fait, quand on est attentif à la pente effective du sol, elle coule dans notre dos. C'est-à-dire qu'en fait, la goutte d'eau, lorsqu'on est dans le quartier, elle ne va pas vers l'estuaire, elle retourne vers la mer, mais derrière nous. Donc, situation un petit peu en se disant, mais il y a une... On sait, c'est un territoire très aménagé, de manière parfois assez violente, mais finalement, la compréhension de cette microtopographie, parce que Léa le disait, marais, donc des marais c'est relativement plat, voire extrêmement plat, donc toute la microtopographie du sol est entièrement façonnée, et façonnée même de manière un peu paradoxale par rapport à ce qu'on pourrait attendre lorsqu'on arrive sur le terrain, en se disant, bon bah, les bateaux sont là, l'estuaire est là, donc la pente va vers l'eau. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Une autre situation d'interface, parce qu'on se trouve, je l'ai déjà dit et ça se voyait bien sur la photo aérienne, mieux que sur ce schéma, entre un quartier résidentiel et un quartier industriel. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement binaire et qui va avec, donc à la fois en termes de fonction, mais aussi d'échelle, puisque le portique de prémontage des bateaux, il fait 90 mètres de haut. Les maisons dans ce quartier-là, elles sont R+1 maximum. Donc il y a un rapport d'échelle en hyper proximité qui est très impressionnant, parce que en quelques mètres, finalement, on bascule à la fois d'un univers résidentiel à un univers industriel, mais aussi d'un univers assez domestique en termes d'échelle à quelque chose qui est à peine maîtrisable, en fait. Enfin, en termes de... Et en plus, le portique, il bouge. Alors, ça aide pas. C'est-à-dire qu'il avance et qu'il recule. Donc, même en termes de points de repère, on est sur des points de repère qui sont mouvants. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a cherché à, finalement, insuffler dans le projet. Et donc pour ce faire, on a commencé par faire un travail de collage pour, à partir des photos des habitants, à partir de ce qu'ils nous avaient raconté, à partir des premiers éléments de compréhension qu'on avait de ce contexte assez singulier, finalement développer un imaginaire de projet, qui soit un imaginaire de projet qui n'était pas programmatique, qui n'était pas... qui n'était pas particulièrement lié à la commande, en fait, qui était plutôt se dire qu'est-ce que nous, à partir de toute cette matière, finalement, on projette sur ce site. Et donc on a fait une série de collages, là il y en a 3 je crois dans la présentation. Ça c'est un collage où on s'est dit il faut qu'on ait la possibilité d'un surplomb vis-à-vis de cette étendue industrielle. Il faut pouvoir voir les bateaux se construire, parce que c'est absolument fabuleux déjà à observer, enfin en tout cas on pense. Et donc offrir finalement une situation d'observation des installations portuaires. Un deuxième qui est celui-ci, qui est plutôt, quand on est juste un peu plus en retrait, le fait de retrouver de l'étendue, raconter ces marais, qui finalement, on n'est pas dans un fantasme, on est bien géographiquement sur d'anciens marais. La couche de remblai, elle n'est pas si importante que ça, donc on a finalement un territoire à faire réémerger, je ne sais pas trop comment le dire autrement. Donc ça, c'est ce que disait ce collage-là, finalement, retrouver de l'étendue, de la place, et une présence de l'eau différente. Oui, et que finalement, cette présence de l'eau, ce ne soit pas juste la contrainte de possibles inondations qui arrivent tous les 2 ans, ou voire de plus en plus tous les ans. Inondations relatives, là en l'occurrence, il n'y a pas forcément... les maisons et les habitations ne sont pas forcément inondées, mais une présence de l'eau plutôt
crainte que vraiment en compréhension de fait de se dire oui, on est sur d'anciens marais, donc l'omniprésence de cette humidité, elle a quelque chose de logique, et finalement c'est de chercher à légitimer cette présence dans le cadre du projet. Et puis dernier collage qui racontait quelque chose de très différent. Là on est encore plus dans le quartier, sur un endroit qui s'appelle le parking du Pré Gras. Alors Pré Gras, ça dit bien ce que ça dit. Si le pré est gras, ça veut dire qu'il y avait de l'humidité, que l'herbe était bien verte. Donc la toponymie raconte aussi finalement le passé, la géographie de cet endroit. Et là une situation assez particulière qui est que parallèlement au projet, il y a la construction en cours d'une cuve de rétention des eaux pluviales, puisque le problème d'inondation se pose à une échelle évidemment plus large que le périmètre de projet auquel nous on a répondu. Une cuve de je ne sais plus combien de mètres cubes, j'ai oublié. Je crois que c'est 500 000 mètres cubes. Ouais, elle est immense. Et donc à un endroit qui devenait de fait imperméabilisé et sur lequel on a décidé de plutôt installer... on a projeté un imaginaire plus urbain d'installations sportives en réponse aussi à des demandes habitantes et au quartier en tant que tel de Méan-Parouette. On va peut-être accélérer un peu, non ? Et donc finalement, bon an, mal an, on a étendu le périmètre de projet d'à peu près un tiers, un peu plus, en essayant de raccorder les morceaux qui nous avaient été donnés à la commande initiale, de manière à faire émerger la figure d'un parc, en tout cas un parc peut-être un peu atypique, parce qu'effectivement, qui est la combinaison d'une épaisseur finalement variable le long de l'infrastructure routière, mais qui maintenant est rentré dans la dénomination du lieu. Notre maîtrise d'ouvrage parle du parc de Parouette. L'appel d'offres entreprises vient enfin d'être passé. Les entreprises sont choisies et elles ont été consultées sur le parc de Parouette. Donc on en est assez fiers parce que finalement c'était pas là au départ et il y a une adhésion qui est née autour de ce projet. Pour rebondir sur ce que disait Léa au début, c'est-à-dire que les choses prennent du temps. On a commencé le projet en 2016, ouais. On devait livrer en 2020. Là, on vient d'attribuer les marchés de travaux. Et finalement, ce temps, et alors la concertation qu'on a menée a distendu le temps. Ça a permis aussi de donner l'ampleur du projet au sein du quartier. C'est-à-dire que c'était initialement des morceaux qu'il fallait réaménager pour faire propre, si je caricature. Et finalement, le jour où, dans les objets de mail, on a vu un retour parc de Parouette au lieu de les délaissés de l'infrastructure, on s'est dit, ça a pris du temps, ça prend du temps, mais en même temps, il y a déjà une étape qui est passée, et une étape, c'est un premier gain. Et bien sûr, ça prend... On aurait aimé le voir livrer plus vite, mais voilà, c'est les péripéties du projet. Finalement, livré en 2022, on a 2 ans de retard, finalement. Je pense que au final, le jeu en vaut la chandelle. Juste après, là, on va vous présenter, toujours sur le même projet. En fait, on travaille beaucoup en bande dessinée, parce que le paysage, le point de vue unique, ça marche pas très bien. C'est vrai qu'il y a besoin d'avoir un rapport un peu dynamique à l'espace et de raconter la notion de parcours, notamment, à laquelle on est assez attaché aussi. Et donc, on a fait une espèce de tentative de le passer en... Voilà, ça c'était une première BD en fait qui a été faite assez tôt dans le projet et qui racontait justement la continuité des espaces dans leurs différences qu'on essayait d'établir avec cette notion de parc et qui va aboutir à la fin à quand même... Ouais, donc ça c'est par exemple, là on est au niveau de ce qu'on a appelé la prairie des aviateurs avec le portique de prémontage derrière. Et quand même une perspective de projet. Mais en fait, qu'on a faite, pas à la demande de la maîtrise d'ouvrage. Je rebondis sur la question du collage ou du dessin et de son statut aussi dans le concours. Mais je crois qu'on l'a fait pour se rassurer de nous, celle-là. C'était la première perspective qu'on a commandée à l'extérieur de l'agence. Jusque-là, on faisait tous nos documents. Et puis là, on avait tellement envie que ça passe, cette idée de parc, qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse une perce. Pour un comité de pilotage. Mais finalement, après, quand on y revient et qu'on regarde le dessin, je suis pas sûr, quoi. Il y a beaucoup de gains avec la perspective. Mais... Et pour compléter cette notion de quai, alors le quai, la levée, on pourrait voir des similitudes, mais finalement, cette définition du dictionnaire des mots de la géographie, elle nous plaît assez parce qu'elle évoque beaucoup de choses. Et finalement, la levée, c'est un espace qui se forme en surplomb
et qui permet de longer ou de traverser des espaces. Et ouais, du coup, c'est un peu le fameux projet +1. Je pense qu'on a encore 5 minutes pour en parler, mais c'est un projet assez hybride qu'on a mené avec un ami sculpteur qui s'appelle Franck Ferté, et concours lancé par le département d'Indre-et-Loire sur plusieurs sites de projets le long de la Loire, justement, avec une focale art et paysage. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a compris la demande. Et donc, on a fait cette alliance avec Franck Ferté en allant voir ces sites qui sont des sites assez majestueux. Voilà, on est vraiment entre Camp de Saint-Martin et Mosnes, donc 100 km et 100 km avant et 100 km après Tours, on va dire, pour les 4 sites. Et donc là, toutes ces figures d'aménagement, enfin toutes ces figures de projets qu'on vient solliciter dans les aménagements qu'on propose, là on les avait sous les yeux à une échelle qui nous dépasse complètement. Voilà, c'est l'échelle de la vallée de la Loire. La levée de Loire, c'est vraiment d'une ampleur assez gigantesque. Et donc se poser la question de quel vocabulaire de projet on va trouver pour se mettre à cette échelle. Et on ne va pas chercher à faire concurrence à la levée de la Loire, ça n'a pas de sens. De toute façon, on n'a ni les moyens, c'est ni l'objet du concours, et de toute façon, on n'en a pas les moyens. Et c'est certainement pas une bonne idée par ailleurs. Et donc, par contre, on a été chercher le vocabulaire de projet dans les aménagements de ces bords de Loire. Et dans ces objets mobiles aussi, le bateau notamment. Oui, non, en bas, c'est effectivement l'aménagement d'une levée où on est allé puiser un peu ces enrochements, les escaliers enchâssés dans les talus, des dispositifs finalement très simples mais qui donnent toute sa qualité au paysage de cette levée. Et puis des éléments plus mobiles, notamment les bateaux qui sont dans ce bois noir très profond et souvent avec ce qu'on appelle un girouet en tête de mât, donc un vocabulaire du mobile qui nous semblait très intéressant. Et donc on a travaillé sur des installations qui associent en fait des éléments de mobilier avec des mobiles éoliens qui viennent finalement ponctuer et fabriquer des points de repère sur chacun des sites. Donc c'est des très grands plans avec des toutes petites interventions, puisque les interventions c'est les points jaunes, donc c'est très ponctuel finalement dans ces paysages assez majestueux et vastes. Je veux bien que tu passes. Et à chaque fois, en fait, chaque site propose des situations d'observation d'un mouvement éolien. En l'occurrence, là, on est sur le site de Camp de Saint-Martin, avec un ancien moulin en partie effondré, et où on est venu... où ce qu'on propose, en fait, c'est une œuvre qu'on a appelée le tempo, et qui joue de l'air dans ce sens-là, et donc raconte à la fois le temps qui passe, sans venir obstruer la vue sur la vallée derrière, donc on s'est plutôt positionné en retrait. Sur un autre site, là c'est Villandry, on a cherché à travailler cette notion de rive, donc on a étendu le périmètre de concours qui était sur cette rive-là pour passer de l'autre côté, de manière à installer des situations d'observation qui étaient de l'autre côté finalement de la rivière, parce que là en l'occurrence on est sur un affluent. Oui, là on est sur le Cher et la Loire, on est au niveau de la confluence entre le Cher et la Loire. Et donc là, voilà, cette situation plutôt de... Bon, là, c'est les rives dans toute leur expression. Travailler en maquette également, un peu quand même, c'est rare, mais... ça, c'est le site de la ville aux Dames, juste à côté de Tours, où on est allé identifier une clairière et donc travailler un rapport beaucoup plus immersif, avec des mobiles qui sont des monoplumes, en fait, qui tournent sur elles-mêmes. On a des petites vidéos, on va peut-être réussir à en passer une. Mais c'était pour dire, en fait, on voulait terminer par ce projet par rapport à la diversité, en fait, des échelles et des outils. Alors là, on est à la limite du projet de paysage, évidemment. C'est un peu à côté, c'est pas au cœur de notre pratique. On n'en fait pas beaucoup. Il faut que tu enlèves le son. Mais voilà, enfin, chaque mouvement, en fait, a été réfléchi en collaboration avec Franck, mais aussi dans un mode d'implantation sur le site. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est comment on se positionne sur un site, quels outils on met en œuvre en fonction de l'enjeu. On ne peut pas mettre les monoplumes. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, on a fait quelques maquettes comme ça
au 1/20e qui cherche à rendre compte des différents mouvements qui sont sollicités pour chacun des sites. Donc là, effectivement, le fameux tempo sur la face du moulin. Ce qu'on a appelé les scintillants, parce que la multiplicité des pales vient faire une référence, en tout cas, à cette confluence où il y a des remous dans l'eau avec du coup une lumière qui n'arrête pas de changer et qui scintille à la surface. Et donc là, sur ce vis-à-vis entre les deux berges, ça nous semblait intéressant. Les monoplumes dans cette clairière en sous-bois, où là, c'est le fait d'occuper au maximum l'espace de la clairière. Il y a la fabrication d'un chemin qui permet de passer au sein de ces mobiles et qui font un peu référence à, on va dire, à un univers plutôt. La ville aux Dames, c'est une île qui est juste à côté de Tours qui accueille pas mal d'oiseaux. Donc, on va dire voilà. Et le dernier site qu'on n'a pas montré en plan, mais qui est une sorte de mélange. On fait face à un camping, et donc le fait de rechercher à rassembler ce qui est de l'ordre du mobile et ce qui est de l'ordre de la station, parce que les deux vocabulaires de projet étaient celui-ci, d'associer mobile et station pour regarder à la fois le paysage et d'attirer le regard sur un mouvement en particulier. Voilà, merci. Merci. Peut-être pour faire écho à Studio Reisel, peut-être vous pouvez nous parler de pourquoi vous vous êtes implanté à Nantes. Est-ce que ça fait sens, comme pour mon voisin, apparemment, s'implanter quelque part, ça fait du sens. Est-ce que vous étiez nantais? On connaît l'attachement, en tout cas, des étudiants en paysage à leurs origines. C'est assez fréquent qu'ils viennent faire leurs études et qu'ils repartent plutôt dans leur territoire ou leur pays, comme ça. Enfin voilà, je voulais savoir, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de très particulier à cette implantation ligérienne, par exemple? Pour moi, en région parisienne, ce qui fait que déjà le premier déplacement était Lille une première fois, ensuite Marseille, Brest et re-Lille pour aujourd'hui être à Nantes. Je crois assez au déplacement, j'ai beaucoup d'attachement. Je pense qu'aujourd'hui j'ai autant d'attachement pour Lille que pour Massy, ma ville d'enfance, on va dire, et que pour Nantes aujourd'hui où on mène notre vie professionnelle. On est, je crois, assez attaché au fait de se déplacer. Et c'est-à-dire que à la fois on cherche à inscrire profondément les projets qu'on fait dans leur territoire. Pour autant, on pense que le fait de ne pas forcément y être, de ne pas forcément y habiter, veut pas dire qu'on ne portera pas un regard pertinent sur un territoire donné. Donc voilà, Léa était nancéenne et nantaise dans une partie de sa vie, donc c'est un demi-retour à Nantes, on va dire, mais c'est surtout l'histoire de la vie qui a fait qu'on s'est installé là-bas, mais sans calcul a priori en tout cas. Non, mais j'allais répondre à peu près la même chose. Enfin, effectivement, mais tu l'as déjà bien dit. Mais l'effet de curiosité du déplacement, il nous tient quand même aussi à cœur. C'est vrai qu'on revendique une pratique qui se base aussi sur cet effet d'étonnement. Mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction majeure avec le fait d'avoir un ancrage plus affirmé. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, nos projets, on essaye à la fois dans des questions de filière, dans des questions même de vocabulaire de projet, ce qu'on appelle le vocabulaire de projet ou les figures de projet, on va toujours les puiser là où on est. Donc cet ancrage-là, je crois que de fait, il existe. Mais après, effectivement, nous, on aime être en déplacement. Moi, j'avais fait mon diplôme en Mongolie sur les quartiers d'Urt à Oulan-Bator. Il y a un projet qui est présenté là dans le cadre de l'exposition. C'était au fondement de notre pratique que de se déplacer. Donc on aimerait d'ailleurs se déplacer encore plus. On aimerait beaucoup venir retravailler à Lille. Enfin, c'est un territoire auquel on reste très attaché. Donc c'est plutôt effectivement un effet de circonstance. Voilà. Même si on aime beaucoup la Loire et beaucoup Saint-Nazaire. Moi,
Moi, c'était pas une question, c'est plus une remarque. Je trouvais que c'était intéressant comme vous mélangez paysagisme et archéologie presque. Et on se rend compte que venir creuser dans le sol, c'est quelque chose qui vous intéresse autant que de venir le construire. Et c'est vrai que ça m'a marqué dans votre travail. Et je pense aux étudiants où on essaie toujours de raconter et de construire des choses. Et je trouve que votre présentation, elle nous offre une autre poésie en fait. C'était pas une question. Voilà. Et l'ancré L'ancré, qu'est-ce qu'ils pensent du paysage mobile? Non, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que des paysagistes, justement, au fur et à mesure de la pratique, on s'acculture justement à un territoire. Et de fait, vous avez une réponse aussi qui est celle du déplacement, si j'entends bien, et de se dire on est dans un apprentissage aussi permanent. Et c'est pas parce qu'on va intervenir sur un territoire qu'on va forcément faire toute sa carrière sur ce même site, mais en fait s'ouvrir les portes de tout un territoire et qui va nous raconter des histoires. Et ça c'est une position qui est aussi qui est intéressante, alors qu'on pourrait se dire qu'un paysagiste pourrait aller vers une connaissance de plus en plus pointue d'un même site et quasiment restreindre de plus en plus son territoire, sa géographie d'intervention. C'était en ce sens-là. Non, le sol, ouais, c'est ça. En fait, tu as peut-être un rêve de paysage, non, ancré. On a une excellente école, 5 ans d'études, c'est parfait. Et peut-être une dernière question, enfin je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça. Vous avez beaucoup insisté sur le temps long. Et par rapport aux études où on a plutôt un rythme un peu effréné de semestres qui s'enchaînent, qui font d'ailleurs plutôt 4 mois que 6 mois, et où on passe d'une situation, on repart à zéro très régulièrement. Là, d'un seul coup, vous êtes dans des échelles de temps de plusieurs années, 5 ans, 6 ans, comme ça, avant de voir. Comment on gère ça? On le subit, on l'occupe, on en fait, on en crée une occasion particulière, une autre forme d'approfondissement par rapport au terrain? C'est le rythme d'une agence de paysage, il est quand même un peu différent pour le coup, je pense, du rythme des projets d'architecture. C'est-à-dire que nous, à l'agence, aujourd'hui, il y a une 40aine de projets en cours. Donc effectivement, il y a des jeux de... Enfin voilà, les choses s'intercalent les unes par rapport aux autres. Donc en fait, il n'y a jamais de temps mort, sinon, je sais pas. Mais par contre, effectivement, il y a un apprentissage de la patience. Mais encore une fois, sur le projet de Pinouette, c'est assez flagrant. Le temps qui s'est étiré a aussi été l'opportunité d'une remise en question de la commande. Donc finalement, des fois, on a envie que les choses se fassent. Et en même temps, c'est aussi en prenant son temps qu'on repose les questions autrement. Donc il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Il y a plutôt, à l'inverse, une impatience de voir certains projets sortir de terre. Parce que voilà, mais ça fait fondamentalement partie de notre pratique, quoi. Et puis effectivement, il y a des rythmes quand même différents. La place des érables, elle est sortie en moins d'un an, enfin en 1 an et demi, 1 an, ce qui est très très court pour le coup. Donc voilà, les choses s'intercalent. Et 40 projets, c'est beaucoup. Donc il y en a toujours un qui est actif à un moment ou à un autre. Donc voilà. Ok, merci. Vous connaissez quand même, par rapport à l'école de Nantes, l'histoire du sol de l'école? C'est assez amusant que vous ayez utilisé le pavé béton qui continue, alors que Jean-Philippe et Anne Lacaton et Vassal donc se sont battus même. Ça a été une lutte très forte qui a failli faire capoter le projet, parce qu'ils voulaient absolument avoir le sol en asphalte sur terre-plein. Et ils ne voulaient absolument pas payer les fondations pour tout ce sol. C'est là où ça a failli faire capoter, parce que cette guerre avec le bureau de contrôle a fait retarder le projet 6 mois à 1 an, je pense, de mémoire, pour avoir vécu à ce moment-là cette aventure-là. Et l'enjeu était économique également, et donc ils ont fini par gagner ça. Le paradoxe, c'est que finalement, tous les aménagements autour ne sont plus en asphalte, parce que l'asphalte, c'était pas une idée en soi pure et simple. C'était pour avoir vraiment cette idée de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais c'était un sujet d'opposition avec Alexandre Gemetov, qui en voulait pas. Et cette ouverture, là, voilà.
l'asphalte qui s'est transformé en enrobé. Oui. Il n'est pas la même chose. Bon, merci beaucoup. Et puis, je vais remercier aussi quand même Mathieu qui a monté ce cycle pour les journées nationales de l'architecture et même le cycle plus globalement qui anime cette agora au bout de l'exposition. Voilà, merci à vous.